Heureuse de vous retrouver pour votre émission rétrospective. Vous aurez comme d'habitude le point de l'actu avec nos reportages de la semaine, puis le best-of qui reprendra pour vous quelques extraits de nos différentes émissions. Ça sera tout de suite. Quatre décennies après la marche verte, cet esprit de mobilisation se poursuit sous la conduite du roi Mohamed VI qui, en 2015, a doté les provinces du sud du royaume d'un nouveau modèle de développement économique avec une enveloppe budgétaire de plusieurs dizaines de milliards de dirhams. Plus de détails avec Noa Bazir. La marche verte, une étape majeure dans le processus du parachèvement de l'intégrité territoriale du Maroc. Cet élan patriotique marque également le point de départ pour un développement fulgurant des provinces du sud du royaume. De l'Aïn à Dakhla, en passant par Boujdour et Smara, les progrès socio-économiques sont visibles partout. Plus de 4 décennies après la marche verte, les provinces du sud du royaume ont été dotées d'un nouveau modèle de développement économique durable. Les résultats du développement ont fait de ces régions un chantier ouvert pour la promotion du progrès. De ce fait, les provinces du Sud enregistrent les taux de pauvreté les plus faibles au niveau national et ainsi que les meilleurs résultats en termes de réalisation sociale. Services de santé, logement, éducation et taux de croissance du PIB les plus élevés ont renforcé l'attrait économique du Sud du royaume. Le modèle de développement des provinces du Sud reflète une politique axée sur le renforcement du rayonnement du Sahara marocain comme centre économique et de renforcer sa position en tant que trait d'union entre le royaume et son prolongement africain. Zoom sur une filière très porteuse dans le plan de relance économique du Gabon. La pêche industrielle est en train d'enregistrer des résultats encourageants. Le temps est un bon exemple, vous allez le voir dans ce reportage d'Ahmed Beni et Vaka. Sur sa pirogue, en compagnie de ses collègues, Christopher se prépare à faire le tour de la mer à la recherche des poissons, particulièrement le thon, destinés à la vente. Depuis plus de 10 ans, ce jeune pêcheur artisanal de Libreville navigue sans répit pour satisfaire des particuliers et des revendeurs exigeants. Mais grâce à ces techniques de capture traditionnelles du thon, les livraisons se font à temps. Quand le thon joue à la surface de l'eau, nous venons avec notre émail et on le mouille. On fait un cercle, on le mouille. Et on fait du bruit pour que le thon puisse se disperser. Et après, ça attrape le filet. En quelques minutes, on retire le filet. C'est comme ça que nous pêchons le thon. Du côté des industries, la pêche du thon est en train d'engranger des résultats satisfaisants destinés au plan de relance économique du pays. Ici au port de Vindo, au sud de Libreville, la société espagnole Calvo Pesca vient de réaliser sa deuxième grande opération de capture de thon avec une cargaison de 1250 tonnes transbordées sur le quai. Toujours au Gabon, Libreville a lancé la deuxième phase du programme WAVE, placé sous le thème « La force de l'Union pour une productivité agricole durable en Afrique centrale et de l'Ouest » avec un aliment phare, le manioc. Ce tubercule est aujourd'hui menacé par deux grandes maladies virales, la mosaïque africaine du manioc et la strie brune du manioc, engendrant ainsi une baisse de la productivité dans la filière. On retrouve Ahmed Beni Vaka. Le Gabon se réjouit de sa production du manioc, considérée comme une source potentielle génératrice de revenus à travers la commercialisation de ses feuilles et de ses racines tubéreuses. Mais depuis quelque temps en Afrique, cette plante aux dérivés multiples se voit empoisonnée par deux graves maladies virales, à savoir la mosaïque africaine du manioc et la strie brune de manioc, entraînant uniquement une réduction drastique en termes de production. Il y a une espèce de mousse blanche sur les feuilles de manioc. Et ensuite aussi sur les tubercules, le moment déjà ils ne grossissent pas suffisamment et il y a toujours des petites taches jaunes. Et ça nous inquiète parce que lorsqu'il faut les enlever, il ne reste pas grand-chose pour la transformation. D'où le lancement de la phase 2 du programme WAVE ici à Libreville en vue de lutter contre la propagation de ces pathologies dévastatrices. Le programme WAVE entend s'arrimer avec le programme Graines du Gabon afin de concourir à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, notamment avec le manioc, sur une période de 4 ans. En 2017, la première campagne de récolte du programme Graines avait généré près de 12 000 tonnes de tubercules de manioc. C'est une fierté pour les Marocains. L'agence spatiale américaine a octroyé la prestigieuse médaille du service exceptionnel à Kamal Oudouriri, une nouvelle consécration qui vient récompenser les performances soutenues et les multiples contributions de ce scientifique au projet et programme de la NASA. Le scientifique qui vit actuellement aux environs de Los Angeles reste fièrement attaché à ses origines et au Maroc. Il ne manque pas de rappeler avec fierté sa décoration par le roi Mohamed VI du Wissam Al
Al Arch à l'occasion de la fête du trône en 2012. On s'intéresse à présent à la 5e réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement. Elle s'est tenue à Abidjan. Il a été question de la 7e augmentation générale du capital de l'institution africaine. La réunion a été présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, Melbert Shell Kofi et Ferdinand Kakou. Une décision historique, la Banque africaine de développement a annoncé une augmentation géante de son capital, passant de 93 à 208 milliards de dollars. C'est l'augmentation la plus importante de son histoire. L'information a été livrée par le président de l'institution lors de la 5e réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs, présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Selon le président de l'institution financière, cette augmentation permettra à la BAD de mener plusieurs missions, à savoir le développement de l'initiative du désert à l'énergie qui permettra de donner l'accès à l'électricité à 250 millions de personnes dans le Sahel. Des objectifs ambitieux qui permettront également à la BAD de mieux accompagner tous les États dans leur quête de progrès. Notre réunion d'aujourd'hui est l'aboutissement de 2 années de réflexion collective, de dialogue collectif, impulsé par notre détermination collective à faire en sorte que le progrès économique de l'Afrique soit accéléré davantage. Dakar, la capitale sénégalaise, a abrité la 2e édition du salon Made in Sénégal. Il s'est tenu sur 3 jours à la place du souvenir africain en plein cœur de Dakar. Le reportage est signé Jean-Paul Ndour et Sanoussi Sané. Produire ce que consomment les Sénégalais et consommer ce que les Sénégalais produisent, tel est le credo de l'initiatrice du salon Made in Sénégal, Samasen. Le Sénégal regorge de beaucoup de talents et c'est l'occasion aujourd'hui non seulement de montrer ce que le Sénégalais sait faire de mieux, mais également d'inciter les Sénégalais à consommer ce que nous produisons et aussi à produire bien évidemment ce que nous consommons. Pour le patron du COSEC, un établissement public chargé de promouvoir les intérêts des entreprises sénégalaises, le patriotisme économique doit être le plus petit dénominateur devant unir les Sénégalais. Notre pays est un pays de métier, est un pays de connaissances, est un pays de production à l'état brut, mais également un pays de transformation avec des ambitions en termes d'industrialisation. C'est une nouvelle méthode de prévention qui pourrait bientôt révolutionner la lutte contre le paludisme au Niger. Ibeni, c'est l'invention de 3 jeunes étudiants nigérians. Le dispositif composé d'un boîtier relié à un téléphone permet de détecter numériquement la présence du paludisme à son prise de sang. L'application a déjà permis aux 3 inventeurs de remporter le prix de la meilleure statue au niveau national. Notre correspondant Jean-Libril William est allé à leur rencontre. Regardez. 219 millions d'individus atteints dans 87 pays en 2018, 435 000 décès dont 93% en Afrique, le paludisme reste aujourd'hui l'une des affections les plus mortelles dans le monde. Et pourtant, les campagnes se sont multipliées depuis quelques années afin d'éradiquer la maladie. La prévention y occupe une place de choix. Et au Niger, c'est un nouveau dispositif qui pourrait combler bien des patients. Fini les piqûres et les prises de son, e-place au numérique. Ibani, c'est un boîtier et un téléphone portable connecté pour un test indolore de 60 secondes. L'appareil est simple à utiliser. Vous l'allumez, il se connecte automatiquement à votre téléphone et puis vous placez votre index dans l'appareil. Les tests durent 60 secondes, c'est donc 1 minute, et durant laquelle l'infrarouge va traverser votre doigt de façon non invasive. Vous n'allez rien sentir pendant 60 secondes. Après, vous allez voir les résultats sur votre téléphone parce qu'il est connecté automatiquement par Bluetooth. Direction Essaouira, où un concert d'exception a réuni la troupe de flamenco Léonore Léal et le groupe tangérois Rawafid. Pendant près de 3 heures, le public a voyagé entre l'Andalousie, le Maroc et le patrimoine commun qui réunit les 2 voisins méditerranéens, Ilamberada. Le flamenco peut prendre bien des chemins et celui de Léonore Léal ne ressemble à aucun autre. Sur scène, ses musiciens la guident, l'accompagnent dans un jeu incessant et passionnant autour du rythme.
Quand nous sommes sur scène, on se laisse emporter par le rythme et les mélodies. On arrête de penser et on se concentre sur le moment présent. Dans un tout autre registre, l'orchestre Rawafi de Tanger a offert au public des Saouira un concert de musique andalouse. Créé en 1994, la formation se produit pour la première fois à Mogador. Prenez une chanson légendaire de Abd Sadr Shkara, rajoutez le groupe Rawafi et la troupe Léonore Léal, des ingrédients idéaux pour une fusion d'exception et cette joie d'être en scène, d'être ensemble est particulièrement communicative. Parlons théâtre avec la délégation générale de l'administration pénitentiaire de Tanger qui a mis en place pour la 3e fois un festival dédié. 20 troupes composées uniquement de personnes incarcérées présentent leurs pièces, outils de réinsertion pour certains. Cette compétition est une bouffée d'oxygène pour les détenus. Reportage de Driss Abouserane, commenté par Noa Bazir. Derrière les murs de cet établissement pénitentiaire de Tanger, les prisonniers se libèrent à travers l'art. Mise en scène, costumes et textes, les détenus ont soigneusement pris le temps de préparer leur pièce avant de la présenter aux membres du jury. L'art est utilisé comme outil facilitant la réinsertion sociale des détenus. Divers sujets ont été traités par les troupes participant à ce festival. Ce n'est pas la première fois que je participe à la compétition de théâtre et à chaque fois nous montons sur scène. Nous avons gagné la compétition à plusieurs reprises et cette fois on a essayé de jouer notre pièce en langue étrangère. Nous espérons que cela va plaire au jury et au public. Les activités artistiques et culturelles dans les établissements pénitentiaires sont un facteur important pour redonner espoir aux détenus. Retour sur la 4e édition d'Africa Jamming Festival, un moment de convivialité et d'expression réservé aux amateurs et professionnels des instruments musicaux. Ambiance de ce reportage signé Melberchel Kofi et Joseph Zekri. En 4 ans, Africa Jamming Festival est devenu une plateforme d'expression reconnue des musiciens instrumentistes ivoiriens et africains en général. Cette année, l'événement s'est déroulé dans une ambiance caniculaire à l'espace Allocodrome de Yopougon. Moment de convivialité et de célébration de l'art musical, Africa Jamming Festival est devenu un lieu de rencontre et de découverte. Cette édition 2019 a permis à certains promoteurs de spectacles de repérer quelques pépites du monde musical. Merci à cette organisation, à cette plateforme, je veux dire, qui chaque année qui nous égaye, qui nous fait savoir que les musiciens existent véritablement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le festival a atteint son paroxysme. Cette 4e édition a enregistré la participation de plusieurs musiciens internationaux venus découvrir de nouvelles techniques dans le domaine musical. Nous sommes à la seconde et dernière partie de notre magazine d'information et nous ouvrons avec l'émission consacrée à l'environnement. À Ouakam, un quartier traditionnel situé dans la capitale sénégalaise, l'association des personnes vivant avec un handicap sont dans le recyclage des plastiques depuis des années. Elles y ont érigé un centre de formation et de réinsertion des personnes à mobilité réduite, une activité qui permet, selon elles, non seulement de lutter contre la pollution plastique, mais aussi de promouvoir des emplois. Reportage de Daouda Sow et Mbaïndir. Nous sommes à Ouakam, un village lébou de la capitale sénégalaise Dakar. Dans ce quartier traditionnel est situé le centre de formation et de réinsertion des personnes vivant avec un handicap. Dès que le seuil est franchi, leur production exposée juste après l'entrée attire l'attention des visiteurs. Tous ces accessoires proviennent d'ailleurs du recyclage. Tout a commencé après l'adoption en 2015 par le Sénégal d'une loi interdisant l'usage de sachets plastiques. Une occasion saisie par Momodou et ses collègues
pour proposer une alternative. Recyclage bi li koy indi papier bi moo koy indi sac en papier bi parce que ñun loolu la ñu jëkk a formé def nañ ko pendant des années dem jëndi papier bi formé ko ba mu nekk sac koy joxe ci boutique yi ak cérémonie. Dans ce bâtiment qui leur sert de centre de formation, ils y produisent et y exposent le fruit de leur travail. Des accessoires, en passant par l'habillement et autres, tout provient du recyclage. Mati, la chef d'atelier et professionnelle dans son domaine, très habile à la coupe. Elle facilite la tâche à ses autres collègues, chargés de l'assemblage jusqu'à la couture. Chaque étape est dévolue à quelqu'un. chaîne la ñuy liggéey rek comme yéen a ma gis sànq fii maa ngi dagg su ma daggee ba pare ñi ñooy ñëw kii tamit day ñëw da di benn machine bi dafa paan fii lépp la ñuy def gis nga ku nekk daal ak sa domaine xam nga yaa ngi ñëw sax fekk na comme bulu siele tey kii toog nii moom moo ko doon defar waaw ñun moom bu ñu xëyee fii liggéey bi yëpp jàppal ma jàppale rek ñun ñëpp ñu ngi si di liggéey. Ce centre, mis en place depuis plus de 5 ans, s'est fixé pour objectif de lutter contre la mendicité des personnes vivant avec un handicap, la formation qu'elles y ont reçue, ainsi que les produits qu'elles y fabriquent, contribuent à leur permettre de subvenir à leurs besoins. Ici, sacs de riz usés, bouts de tissu restants, papier biodégradable, tout est réutilisé pour redonner une seconde vie à ces matières. D'ailleurs, des pistes de solutions sont en train d'être explorées pour le recyclage des sachets plastiques. Tout récemment, on a discuté avec un gars qui confectionnait les sacs en crochet. Maintenant, avec les sachets plastiques, on prend le plastique, on confectionne des sacs sur le plastique. Donc on y pense. Maintenant, ça reste juste les moyens pour concrétiser ça. Mais on est en train de discuter avec ces gars pour pouvoir nous former sur ça. Dans notre émission Africa Chic de cette semaine, il a été question des sacs qui font tendance dans la capitale économique ivoirienne. Je vous invite à découvrir un extrait de ce reportage. Ils se balancent quotidiennement au bras de la plupart d'entre nous, sans être pour le moins inquiétés. Allié fidèle des dames, le sac à main est le roi des accessoires. Des sacs semi-rigides, la plupart du temps fabriqués par de grandes industries, on en trouve de tous les modèles et de tout format dans les marchés. Sauf que ceux ici présents ont été confectionnés à la main par des artisans locaux. Des articles imprimés africains qui continuent d'habiller les hommes et les femmes de la société ivoirienne. Certes, les accessoires imprimés industriels envahissent le marché textile, mais les articles locaux ne cessent d'être des parures de grande valeur sociale. Alors, cette campagne, ça dépend de... Par exemple, si vous voyez ce genre de sac-là, quand vous prenez un pain, vous mesurez le pain. Maintenant, quand on finit de mesurer le pain, on va payer, on a des dimensions qu'on prend. Quand tu finis de prendre la dimension, tu coupes le pain en fonction de la mesure, par exemple, qui t'a pris et que tu coupes le morceau. On travaille la colle aussi. La colle, vous voyez le doublé qui est là, on travaille le doublé là aussi. Nouvelle tendance de mode, sac super chic de la vraie femme africaine. Les sacs sont faits avec du vrai pain 100% coton pour faire ressortir la beauté de ces dernières. Des sacs à main qui font craquer, chaque femme peut aisément trouver son bonheur. Qu'il soit en pagne, en soie ou en raffia, les couleurs variées de cet accessoire répondent aux besoins des femmes au quotidien, selon leur style de vie, mais aussi selon leur morphologie. J'utilise ça parce qu'il faut dire que ça va avec tout, ça se marie avec tout. Et si je devais faire un choix, je choisirais les pagnes faits en pagne africain. Gai et festif, le sac ne se porte pas toujours seul. Arborés lors des cérémonies, les chapeaux connus sous le nom de coiffe sont un fidèle compagnon des sacs à main. Élément de mode incontournable dans certaines sociétés africaines.
Et puis le plus vaste programme au monde de restauration de la mangrove selon le fonds Livelihoods, c'est ce qu'ont lancé El Ali Haïdar et Océanium en 2006 en Casamance, dans le sud du Sénégal. Aujourd'hui, les résultats sont visibles sur le terrain. Les détails avec Jean-Paul Ndour et Bachir Riaz Bodiane. C'est vous qui avez planté ça là-bas? Oui, l'année passée. L'année passée. Regarde, ça pousse pas? Ouais, ça c'est une preuve, non? On plante pour que ça pousse, on est d'accord? Alors il faut bien choisir le site. C'est parti pour une démonstration guidée avec des jeunes de Djibélor dans une ambiance bon enfant. Djibélor, un village du Sénégal situé en Basse-Casamance, dans le sud-ouest de Ziguinchor. Il y a des semences qui poussent poussées par le courant en fait. Elles ont échoué ici, mais ce n'est pas une zone propice. Et si on voit, on regarde bien, il y a plein de semences qui ont échoué là, mais qui ne peuvent pas se développer, qui meurent. Donc je vais les amener plus loin, près de l'eau, histoire d'essayer de les récupérer. Une des raisons du succès du projet de régénération de la mangrove de Haïdar El Ali au Sénégal, c'est qu'il lutte contre les effets dévastateurs de la déforestation, de l'agriculture intensive et des niveaux de la montée du sel. Des phénomènes dus au changement climatique sur l'écosystème fragile de la mangrove. La nature et Haïdar El Ali, c'est depuis la naissance. Je suis né en ayant beaucoup d'amour pour la nature. J'ai commencé à plonger très jeune. J'ai 12 000 fois plongé dans les côtes ouest africaines, essentiellement au Sénégal. J'ai vu ce qu'on faisait avec la mer. J'ai commencé à montrer aux pêcheurs les dégradations que causaient certaines techniques. Après, j'ai éprouvé le besoin de sortir ma tête de l'eau pour parler aux gens. Après, j'ai vu qu'il fallait surtout agir et j'agis. Mais avant d'en arriver à de tels résultats, beaucoup d'eau a coulé du fleuve Casamance. Et nous avons commencé en 2006 dans un village où on a planté avec des jeunes de Tobor 65 000 pieds de mangrove. En 2007, 15 villages nous ont rejoints. On a planté 700 000 pieds de mangrove. En 2008, la Fondation Yves Rocher s'est intéressée à ce qu'on faisait et avec elle, nous avons planté 6 millions de pieds de mangrove. En 2009, la Fondation Danone, Danone et Voyageurs du Monde sont venus nous trouver. On a planté 30 millions de propagules de mangrove dans 156 villages. Et l'apothéose, ça a été en 2010, 2011, où tous les ans, on plantait 5 000 hectares de mangrove, 50 millions de propagules de mangrove dans 428 villages qui ont mobilisé 110 000 personnes comme ces jeunes qui étaient avec nous ce matin. Haïdar El Ali, également ancien ministre sénégalais de l'Environnement, entrevoit l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Vous savez, quand vous plantez un arbre, il vous apporte tellement. Et les gens sont conscients de cela partout dans le monde. Mais il faut juste les accompagner. Ici, c'est possible. Ici, en tout cas, nous avons prouvé avec la mangrove que c'est possible. Bien qu'Haïdar El Ali ait maintenant quitté Océanium, l'association sénégalaise œuvrant à la protection de l'environnement pour diriger un autre projet de reboisement au Sénégal commandé par le gouvernement, il est fier d'avoir aidé les gens à reconquérir leur territoire et à construire une barrière contre les effets dévastateurs du changement climatique. Voilà, c'est tout pour ce numéro. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur Médian TV Afrique.